chers téléspectateurs, c'est l'heure de votre journal en version française. Bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, plus de 98% des travaux de construction de l'Enara Galleria, un espace destiné à accueillir des expositions internationales au lac Yariv Tarasoch, sont aujourd'hui achevés. Ce vaste site de 5200 m² accueillera le bazar de la SADC du 14 au 18 août prochain. Ce projet a complètement transformé la route de Tarasoch et a créé des emplois pour les habitants d'Aboutfassen et de ses environs. Natera Goutoumaf pour plus de détails. Implanté sur une surface de 5200 m², ce complexe, appelé Enara Galleria, dispose également d'un terrain attenant d'environ 4200 m², pouvant accueillir au moins 150 places de parking. Il est conçu pour recevoir des expositions internationales respectant pleinement les normes internationales. L'inauguration se fera avec l'accueil du bazar de la SADC du 14 au 18 août prochain. 98% des travaux sont déjà terminés à ce jour. Il aura également une extension à l'extérieur sur une superficie de 10 000 m², dont 9 000 m² seront réservés exclusivement aux exposants et aux visiteurs, et les 1000 m² restants aménagés en parking de service. Un aménagement supplémentaire de 5 000 m² sera aussi prévu pour un autre parking. La durée prévue des travaux était de 8 mois, mais ils n'ont duré que 4 mois selon les explications. La forte participation de la population locale a grandement contribué à l'accélération du chantier, certains habitants ayant même été embauchés pour la construction. Parmi eux, Mick, habitant d'Amoutfassen, qui a pu mettre en pratique son métier de topographe dans la réalisation de l'Enara Galleria. Outre l'accueil du bazar de la SADC du 14 au 18 août, l'Enara Galleria est une infrastructure pérenne qui apportera des retombées positives pour la partie ouest d'Antananarivo, notamment le district d'Amujachim. Concernant le bazar de la SADC, environ 300 exposants seront présents durant ces 5 jours avec les produits phares de Madagascar et des pays membres de la SADC. La ministre du Tourisme et de l'Artisanat a précisé que l'événement sera ouvert à tous avec un prix d'entrée abordable car la participation a été conçue de manière inhabituelle par rapport aux foires internationales classiques. En effet, les frais pour les exposants pour 4 jours varient de 200 000 ariars à 700 000 ariars selon le type d'exposant. L'entrée est également gratuite et environ 20 000 visiteurs sont attendus. La ministre a lancé un appel aux consommateurs malgaches afin qu'ils viennent acheter les produits locaux et partager un moment convivial avec les visiteurs étrangers. Ce sera aussi l'occasion de mettre en valeur les produits emblématiques de Madagascar, tels que le chocolat, le caviar, le rhum, les épices et bien d'autres. L'Enara Galleria au lac Yariv Tarasoch sera officiellement inaugurée par le président de la République András Wiln le 14 août prochain. Et les inscriptions sont désormais ouvertes pour ceux qui souhaitent exposer lors du bazar de la SADC pour les artisans. Cet événement est une opportunité à présenter leur savoir-faire et l'art malagasy. Ce matin déjà, nombreux étaient ceux qui ont fait la queue à l'hôtel de ville Analakil pour s'inscrire. Judicael Ranjanirin, András Anjebe. Artisans indépendants, entreprises ou associations, ce matin, ils étaient présents à l'hôtel de ville d'Analakil pour s'inscrire et préparer l'exposition de leur création, véritable richesse de l'artisanat malagasy. Pour Tiour, par exemple, participer au bazar de la SADC est l'occasion de présenter son art et ses créations malagasy sur une scène plus vaste. C'est ce qui l'a motivé à venir immédiatement s'inscrire à l'hôtel de ville d'Analakil. Avant les inscriptions, une réunion a été organisée avec les artisans afin de leur présenter les conditions de participation à ce salon qui se distingue des éditions précédentes ou des foires habituelles. Les artisans sont enthousiastes à l'idée d'y prendre part. L'inscription a également été simplifiée pour permettre à tous ceux qui souhaitent valoriser leur talent et l'artisanat malagasy de le faire découvrir aux autres nations. Au total, 300 stands seront installés au parc Enara, au bord du lac Yariv, durant le bazar de la SADC. Pour l'artisanat, le public pourra découvrir une grande diversité de produits, bijoux, vêtements, artisanat textile et alimentaire, meubles, objets en bois, métal ou pierre, et bien d'autres encore, pendant 4 jours.
Toujours du côté d'Ivat, la voie rapide reliant le rond-point d'Ivat à Anjantapan a été ouverte ce jour. Ce tronçon qui se connecte au village artisanal d'Ambuchmanzak et au boulevard de l'Europe devrait contribuer à réduire les embouteillages. L'inauguration officielle a été effectuée par le ministre des Travaux publics en présence de l'ambassadeur de Chine opérant à Madagascar. Louva Nantenain et Kevin Ravuniarsan pour plus de détails. Ce tronçon de la voie rapide Ivat ou Anjantapan devrait réduire le temps de trajet entre la capitale et l'aéroport international d'Ivat, notamment en limitant les embouteillages. Ouvert à partir d'aujourd'hui, il est accessible à tous les usagers. D'une longueur de 4 km, il part du rond-point d'Ambosco à Ivat pour déboucher au rond-point d'Anjantapan, rappelle le ministre des Travaux publics, Rafidson Richard Théodore. Cette infrastructure est le fruit de la coopération entre le gouvernement malagasy et la République populaire de Chine. Elle vient renforcer les liens entre les deux pays, comme l'a souligné l'ambassadeur de Chine à Madagascar, qui a également réaffirmé la volonté de la Chine de poursuivre la collaboration dans le domaine des infrastructures de ce type. Désormais, les usagers se rendant à l'aéroport auront le choix emprunter la route de Tarasoch ou bien la voie rapide qui est également directement reliée au village artisanal d'Ambuchmanzak et au boulevard de l'Europe. Et dans les actualités sociales, le ministère de la Population et de la Solidarité a octroyé une aide à 8 associations de femmes. L'objectif est l'autonomisation des femmes de la région d'Analanzrouf qui ont des projets. Cette initiative suit la vision du président de la République, Anjarazuel, qui veut aider les femmes à devenir autonomes. 28 millions d'ariars ont été offerts pour aider les associations féminines de Fenorivatsnanan et de Soneranivung, ainsi que Vavaten dans la région d'Analanzrouf. Cette aide a été fournie par le ministre de la Population et de la Solidarité, Razafnzatu Aurélie. Les projets portent sur la couture, la cuisine, la vente de poissons, l'élevage de poules pondeuses et de porcs. 12 associations féminines actives dans différents domaines comme l'agriculture, la lavanderie et la pisciculture ont aussi reçu du matériel. L'objectif est que les femmes membres de ces associations puissent subvenir à leurs besoins et améliorer leurs conditions de vie. Le ministre de la Population a souligné que c'est important que les femmes se regroupent en une association pour mieux aider celles qui ont des projets générant des revenus. Et en ce moment, les parents sont pleinement engagés dans les préparatifs pour la nouvelle année scolaire 2025-2026. Le prix élevé des fournitures scolaires reste leur principal souci. Certaines écoles, pour alléger cette charge, vendent elles-mêmes les fournitures scolaires. Yves Janel. Dans environ 2 semaines, la plupart des élèves reprendront le chemin de l'école. Si la rentrée des établissements publics est fixée au 8 septembre, celle des écoles privées a souvent lieu plus tôt. Pour cette mère de famille qui scolarise un enfant, le coût des fournitures scolaires est aujourd'hui sa principale inquiétude à l'approche de la rentrée. Par ailleurs, certaines écoles cherchent à soutenir les parents en proposant la vente de fournitures directement au sein de l'établissement. De nombreuses améliorations sont également mises en place afin de renforcer la qualité de l'enseignement. Pour cette école, la rentrée aura lieu le 2 septembre. Avant cela, les familles déposeront les fournitures des élèves. Il n'y aura pas d'augmentation des frais de scolarité dans cet établissement. Et les enseignants d'une école privée de la capitale ont quant à eux déjà repris le chemin de l'établissement. Ils suivent une formation jusqu'au début de l'année scolaire. L'objectif, selon les explications, est de maintenir les bons résultats déjà obtenus. Détails sur les images de Yves Janel. Le 25 juillet dernier, les enseignants du préscolaire au CM2 de cette école privée située à Tsiadan ont repris leur activité. Jusqu'au début de l'année scolaire, ils sont formés à la gestion des élèves, aux méthodes pédagogiques qui évoluent chaque année, ainsi qu'aux matières jugées difficiles pour les enfants.
Pour aujourd'hui, ils ont révisé ensemble l'anglais. En plus de la formation, ils préparent actuellement la rentrée des élèves, notamment les supports pédagogiques, le calendrier scolaire. La rentrée des élèves dans cet établissement est fixée au 8 septembre. Auparavant, il y aura la réception des fournitures scolaires. Comme chaque année, l'école propose des nouveautés, parmi lesquelles une salle informatique et une bibliothèque enrichie de nouveaux ouvrages. Le nombre de cas d'insécurité dans le district de Muramang a diminué depuis plus d'un an. Les communes situées au nord-ouest du district ont particulièrement souffert d'attaques à main armée et d'enlèvements au début de l'année 2024, selon le député élu dans cette circonscription. Parmi les stratégies mises en place figure l'installation des postes avancés de la gendarmerie. Antonia Martina. Les communes limitrophes au nord-ouest du district de Muramang ont été parmi celles où les cas d'insécurité étaient fréquents au début de l'année 2024. Elles ont fait l'objet de l'opération Arat 2 qui a permis aux forces de l'ordre de démanteler plusieurs réseaux de malfaiteurs. Aujourd'hui, selon les explications, la situation dans le district de Muramang peut être considérée comme apaisée. Pour poursuivre ces efforts, un poste avancé de la gendarmerie a été installé dans la commune de Murarangar. Cela permettra de renforcer la lutte contre l'insécurité, mais aussi d'offrir aux paysans les conditions pour travailler et produire sereinement. 12 gendarmes sont affectés à ce poste avancé de Murarangar. Afin de faciliter leur mission, des équipements ont été remis par le député Louva Erzur Azobel. Et en sport, la 3e place pour Madagascar avec 49 médailles pendant les Jeux de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien, 13e édition qui ont eu lieu à Seychelles, ce qui s'est terminé samedi dernier. La première vague de la délégation malagaise est rentrée aujourd'hui, tandis que la deuxième ne rentrera que demain. Felana Rakoudouarsoul pour plus de détails. 11 disciplines sportives ont été au programme pendant la 13e édition des Jeux de la Commission de jeunesse et des sports de l'océan Indien, ou la CJSOI. Une des particularités de cette année est la discipline e-sport, à travers lequel Madagascar a obtenu 3 médailles. L'or par équipe, l'argent chez les garçons et le bronze chez les filles. Voici les résultats et le classement des îles participantes. En première position, l'île de la Réunion, avec un total de 138 médailles, dont 59 en or, 49 en argent et 30 en bronze. En deuxième position, l'île Maurice, avec 124 médailles, dont 52 en or, 43 en argent et 29 en bronze. En troisième position, Madagascar, avec 49 médailles, dont 15 en or, 19 en argent et 15 en bronze. Selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdullah Mustafa Marsan, les résultats ont été bons avec 49 médailles obtenues dans plusieurs disciplines, dont la natation, l'haltérophilie, le basket, le volley et aussi le foot. 1147 jeunes issus des 7 pays membres de la Commission de la Jeunesse et des Sports ont participé à ces Jeux de la CJSOI. Après les Seychelles, c'est Djibouti qui accueillera la 14e édition dans 4 ans, c'est-à-dire en 2029. On poursuit avec les actualités internationales. Donald Trump a exhorté hier les sans-abri à partir immédiatement de Washington, assurant que le gouvernement leur fournirait un hébergement, mais que celui-ci serait loin de la capitale américaine. France 24. Expulser tous les sans-abri de la capitale américaine, c'est la dernière mesure annoncée par Donald Trump à la veille d'une conférence de presse sur la criminalité à Washington. Elle vise, selon le président américain, à rendre sa grandeur à la capitale et à y réduire les crimes violents, pourtant à leur plus bas niveau depuis 30 ans. Sur Truth Social, Donald Trump n'a pas mâché ses mots. Les sans-abri doivent partir immédiatement. Nous vous donnerons des endroits où aller, mais loin de la capitale. Les criminels, vous n'avez pas besoin de partir. Nous vous mettrons en prison, à votre juste place. Tout va se passer très vite, exactement comme à la frontière. Nous voulons récupérer notre ville. Parmi les habitants de D.C., un bastion démocrate, cette annonce est loin de faire l'unanimité. Alors que la Maison-Blanche ne contrôle légalement que les bâtiments et les terres à Washington, certains redoutent un contournement de la loi.
Quelle ligne allez-vous tracer pour, je suppose, délimiter les compétences de la police de Washington et celles des agents fédéraux, de l'armée, des forces armées? On dirait bien le prélude à une occupation militaire de Washington. Les annonces de Donald Trump interviennent quelques jours après une tentative de vol de voiture d'un ancien employé du ministère de l'efficacité gouvernementale. Cet incident, pour lequel 2 adolescents de 15 ans ont été arrêtés, a horripilé un président américain déjà très offensif sur la question de la criminalité. En mars, il avait lancé un groupe de travail pour lutter contre la délinquance dans la capitale et demandé à ce que les mineurs y soient, dès 14 ans, jugés comme des adultes. 6 personnes ont été tuées et des dizaines blessées hier dans les frappes russes en Ukraine, tandis que 2 raffineries de pétrole ont été bombardées par les Ukrainiens en Russie, selon des sources officielles. France 24. Au milieu des débris, le personnel de la clinique universitaire de Zaporijia ne peut que constater les dégâts. Ici, toutes les fenêtres ont été soufflées par une frappe aérienne russe ce dimanche. Et le matériel médical est inutilisable. Désormais, l'établissement ne peut plus fournir les soins nécessaires aux patients hospitalisés. Hier, j'étais de garde. Tout s'est produit soudainement. Après l'alerte aérienne, une bombe a frappé, faisant voler en éclats toutes les fenêtres du bâtiment d'hospitalisation. Heureusement, les patients avaient été éloignés des fenêtres à temps, puis descendus au sous-sol. Même scène de désolation à plusieurs centaines de kilomètres de là, dans la région de Donetsk. Ici aussi, les frappes russes ne faiblissent pas malgré la perspective d'un sommet entre les États-Unis et la Russie pour tenter de résoudre le conflit. Alors les habitants les plus fragiles, comme cette famille, sont évacués en urgence, dans un mélange de colère et de lassitude. Au début, bien sûr, c'était effrayant. Ensuite, la haine pour les Russes est devenue encore plus forte, mais maintenant c'est un peu plus calme d'une certaine manière. Mais je vous le dis, psychologiquement, c'est très difficile, c'est étouffant. Ces évacuations forcées à quelques kilomètres de la ligne de front sont de plus en plus régulières, à mesure que l'armée russe gagne du terrain dans l'est de l'Ukraine. L'armée ukrainienne a, elle, annoncé dimanche avoir repris un village de la région de Soumy. Et pour terminer, au moins 63 personnes sont mortes de malnutrition en une semaine à El Fasher, ville assiégée dans l'ouest du Soudan en guerre, a indiqué un responsable du ministère de la Santé. France 24. Absolument oui, et la gravité de la situation dépend de l'endroit où se trouve la population au Soudan. Dans les zones qui sont contrôlées par l'armée et qui ne sont pas directement affectées par la guerre, certes des récoltes ont été détruites, mais si cette population a de l'argent, elle peut se permettre de se nourrir. En revanche, si l'on se rapproche du front, la situation devient plus complexe. J'étais à Khartoum par exemple au mois de février dernier, on pouvait voir des restaurants où la population allait pour se nourrir, manger normalement, et à quelques mètres de là, d'autres personnes mendiaient car elles ne pouvaient pas se nourrir. L'hôpital pour enfants qui soigne la malnutrition aux alentours de Khartoum, dans la ville d'Omdurman, ville voisine de Khartoum, était rempli d'enfants qui avaient besoin d'aide urgente, d'aide médicalisée pour pouvoir survivre. Et enfin, la situation est bien pire dans les zones où sévissent les forces de soutien rapide. Alors, dans toutes les zones qu'ils contrôlent, il est difficile d'apporter de l'aide humanitaire, mais c'est parfois possible. En revanche, vous mentionnez la ville d'El Fasher, et là la situation est catastrophique. Depuis plus d'un an, les forces de soutien rapide assiègent cette ville qui est la dernière ville du Darfour à être contrôlée par l'armée soudanaise. Et là, bien, la population n'a plus rien à manger. Le programme alimentaire mondial ne parvient pas à aller sur place. Au mois de juin, un convoi a été attaqué, tous les camions ont été brûlés, 5 personnes ont été tuées. J'étais la semaine dernière au téléphone avec un habitant d'El Fasher. Il me disait qu'il n'y a vraiment plus rien à manger, qu'une partie de la population s'est résolue à manger de la nourriture pour le bétail, que même si cette population reçoit de l'argent, eh bien, elle ne peut rien acheter avec. Et il me disait, la faim, c'est malheureusement un problème parmi d'autres. Il y a aussi maintenant les épidémies, le choléra qui gagne du terrain au Darfour, et puis les bombardements quotidiens sur cette ville d'El Fasher qui tous les jours font des morts, que ce soit des morts militaires ou des morts civiles. Cet homme me disait, la nuit, je ne peux même pas sortir de chez moi pour fumer une cigarette, car si un drone m'aperçoit, voit la flamme de mon briquet, eh bien, je recevrai une bombe sur moi immédiatement et c'est la mort assurée. Alors il me disait, en fait, il y a un seul mot pour pouvoir définir la situation en ce moment même dans El Fasher, c'est l'enfer.
Ainsi s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de notre programme. Au revoir et à demain pour de nouvelles éditions.